Ils ont décidé de marcher Compostelle en hiver. On va le découvrir dans les prochaines secondes. C'est Paul et Guillaume. Bienvenue. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, qui est le phare de Cap-Gaspé. Que du bonheur, comme on dit, quand on va faire un tour sur le Chemin du Québec. Bienvenue à notre rando rencontre avec nos invités aujourd'hui, un 2 pour 1 en quelque sorte, Paul et Guillaume qui nous parlent en direct d'Europe, donc sur leur aventure Compostelle, mais en hiver. C'est sûr que quand on entend ça, et quand on est québécois, on entend hiver, on voit la neige, on entend le vent souffler, la bourrasque, mais c'est pas tout à fait comme ça à Compostelle, hein? Non, à moins qu'on soit au sommet de quelques montagnes, entre autres sur le Camino Frances, ça se passe pas mal dans des températures idéales de rando, même si les Européens, vous trouvez ça froid à marcher à du 10-15 degrés. Et pourtant, c'est une sacrée belle température pour aller marcher. On va donc en parler à notre rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Facebook Pascal Auger, ou encore en rediffusion sur le profil Facebook ou encore sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. On est également à la radio CKBL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, également CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, Allô la planète, la web radio planétaire à partir de la France, et CJTB Tête à la baleine également. On échange sur la randonnée. Ce petit quelque chose finalement qui devient de plus en plus populaire, hein? Depuis qu'il est arrivé un événement planétaire mondial, on redécouvre les bienfaits d'aller marcher. Marcher, c'est quoi? C'est décrocher. C'est d'aller prendre une pause, de s'offrir un moment, un break. Hein? Comme on dit, une pause au travail, souvent on en a une le matin, sur l'heure du midi, le soir. Pourquoi on a des pauses au travail? Bien, parce que ça nous permet des fois de décompresser, peut-être d'une matinée difficile ou encore très excitante, quoi que ce soit, de se retrouver. La même chose au travail, c'est la même chose pour notre vie. On a le goût, on a besoin de prendre une pause à un moment donné pour se réorienter, se réénergiser. C'est ça, finalement, de la randonnée pédestre. C'est bon pour notre santé physique, c'est bon pour notre santé mentale. Et c'est ce qu'on fait pendant nos rando-rencontres à chaque semaine. Comme ça, on vous donne l'énergie en quelque sorte. On vous explique comment se réénergiser avec la rando, quelque chose de vraiment très simple. Non, mais c'est vrai, on voit plein de gens, des motivateurs, des coachs à gauche puis à droite qui sont là pour nous donner un coup de pied dans le derrière, nous dire « Hey, t'es capable, puis vas-y, puis fonce, etc. » Mais finalement, tout ça, ça se passe alentour de nous, avec la nature, avec la rando qui est un grand motivateur. Juste ça, là, aller marcher, là, tu vas peut-être éviter des frais de psy, tu vas peut-être éviter des petites pilules que tu n'as pas nécessairement besoin. Oui, ça peut aider également tout ça, mais de se ressourcer finalement. Et puis en parlant de ça, j'ai quelques secondes, ou à peine avant l'ouverture, récemment, on est allé se ressourcer, se faire du bien. On est allé marcher sur le chemin du Québec en rando séjour. On était une dizaine ensemble. Et quand je dis ensemble, attention, là, c'est comme Compostelle. On peut marcher ensemble, on peut marcher seul, on marche à son rythme. Tout le monde fait son affaire. Hein? C'est vraiment nous qui décidons. Puis on était sur la variante nord du chemin du Québec, Charlevoix. Oh! Charlevoix, les montagnes, évidemment, les descentes, les montées, les descentes, les montées, les descentes, le fleuve. Puis là, à un moment donné, on est allé plus dans l'arrière, où là, on avait une vue fantastique des montagnes. Écoute, c'est vrai, par exemple, que c'est un des secteurs sur le chemin du Québec avancé. Hein, il y a de bonnes montées, de bonnes descentes. Non, mais c'est parce que des descentes, ça peut être aussi dur que des montées des fois. Il y a des bonnes journées également, donc il faut être bien préparé. Puis tantôt, justement, je te parlerai de formation pour te préparer sur ce genre de trucs-là. Hey, sans plus attendre, allons-y, allons faire un tour en Europe et parlons de Compostelle en plein hiver. Ça a l'air de quoi? On en parle ici avec Québec-Compostelle. On est dans le sud-ouest de la France. À cette période de l'année, je pense que la nature commence à se réveiller également dans leur coin. C'est Paul et Guillaume qu'on accueille en Charente. Bienvenue, messieurs, content de vous avoir.
Merci. Merci Pascal. Vous avez une belle histoire concernant Compostelle. Non seulement vous faites partie de la catégorie des gens un peu plus jeunes, et ça c'est le fun, mais en plus vous avez fait Compostelle une période plus tranquille, donc en hiver de novembre 2019 à janvier 2020. Donc bien hâte d'en entendre parler. C'est le cœur un peu de notre rencontre aujourd'hui. Mais avant, on aime bien connaître un peu les gens avec qui on jase. Alors, parce qu'on s'est connectés ensemble en premier, disons ça, Paul, explique-nous qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu dans la vie? Alors, je suis franco-canadien. J'ai fait mes études au Canada après mon baccalauréat, après mes 18 ans en France. Après, je suis venu travailler. Je suis retourné en France pour travailler 3 ans dans tout ce qui est le financement digital, des structures à but non lucratif. Et j'ai décidé là, du coup, de faire un sorte de break un peu dans ma vie pour faire des projets qui me tenaient à cœur, comme Compostelle. Et voilà. Ok. Tu dis franco-canadien. Est-ce que tu es né au Canada ou tu as la double nationalité, mais tu es né où finalement? Je suis né à Cognac, je suis né ici, Ah, OK. mais ma mère est canadienne. Ah, OK, d'accord. Elle vient de quelle région? Elle vient d'Ontario. Ah, OK, d'accord. Une franco-ontarienne finalement. Tout à fait. OK, d'accord. Guillaume, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors, du coup, moi, je suis français. Alors, je suis pas né en France précisément, mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, en fait, depuis tout petit, j'habite ici en Charente à Cognac. Et donc, du coup, je connais Paul depuis ce moment-là. Donc, ça fait pour le coup très très longtemps. Et moi, je suis toujours pratiquement resté en France pour mes études. J'ai terminé il y a pas très longtemps un master en commerce des vins et spiritueux. Original. À Original pour Cognac. quelqu'un qui vient de Cognac. Bon, Et, donc, euh, comment vous avez été mis en contact avec Compostelle? Parce que je l'ai dit un petit peu en ouverture, nous au Québec, généralement, les gens qui font ce genre de démarche-là, c'est plus des têtes grises. On sait qu'en Espagne, c'est des gens un petit peu plus jeunes également. En France, je pense que vous avez aussi ça parce que vous faites beaucoup plus de... C'est étrange parce qu'on a un grand territoire au Québec, mais vous, en France, vous faites, je pense, plus de plein air, montagne, rando que nous. Mais concrètement, avec Compostelle, qui est un peu une autre catégorie, comment vous avez été mis en contact avec ça? Comment c'est rentré dans votre vie? Ah, c'est plutôt simple. En fait, on était scouts OK. quand on était petits, ensemble. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu la passion de la rando, du plein air, de dormir sous la tente et tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a connu Compostelle, forcément. D'où les expériences de Guillaume en amont sur Compostelle. Et du coup, voilà. OK. Donc, vous êtes des vieux potes finalement, là. Ça fait longtemps. Vous avez grandi ensemble, vous là, Oh oui. puis Oh, il avait 6 mois quand on s'est connus. pour le vrai. Wow. OK. Fait que quel. Ça c'est génial. Ça, c'est un beau côté qu'on va. Tu sais, parce que souvent, je vois des gens partir ensemble pour Compostelle, des couples ou des amis. Mais vous êtes vraiment. Vous avez une belle connexion finalement ensemble. On va en parler. Comment c'est venu l'idée de faire Compostelle? Premièrement, comment c'est venu l'idée de faire Compostelle ensemble? C'est plutôt simple, c'est un rêve qu'on avait en commun depuis un moment, de faire cette grande randonnée. Et en fait, c'était surtout une question de timing. Je terminais mon contrat, je terminais mon contrat aussi. Guillaume terminait son contrat, il était au soleil au Club Med. Je lui dis, ça te dit, s'il travaillait là-bas, je lui dis, ça te dit, quand tu rentres, on part sur le chemin de Compostelle en hiver, on a du temps, c'est maintenant qu'on peut le faire, peut-être pas plus tard. Et il m'a dit, Banco. Voilà. Et ça s'est passé sur un coup de fil. Et on a mis 5 minutes à se décider. Et voilà. Ah, génial. Donc, ça s'est passé surtout pour le timing que vous êtes. Mais si vous aviez eu le choix n'importe quand dans l'année, est-ce que vous auriez choisi quand même là ou vous auriez choisi un autre moment dans l'année? On aurait choisi là parce qu'on voulait vraiment connaître le chemin en hiver. On voulait ce petit niveau au-dessus qu'on voulait venir tenter. Et donc on aurait choisi cette région-là, c'est certain, ce moment de l'année. OK, ben Paul, toi, peut-être que tu avais une influence supplémentaire sur Guillaume. Comme tu as des racines canadiennes, tu savais c'était quoi l'hiver et tu savais qu'affronter un hiver en France, c'était peut-être pas si pire que ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des coins en France où il faut quand même faire attention. Ouais, Et c'est sur le clair. chemin, c'est le cas de l'Aubrac, c'est le cas des points qui culminent un peu. Donc voilà. Donc en effet, j'avais cette expérience-là. Je savais que en France, l'hiver était plutôt quand même tranquille. Mais je savais qu'il y avait des endroits où il fallait quand même qu'on se prépare. Donc voilà. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé quand Paul te dit, ben on va faire Compostelle, mais on le fait en hiver?
Ah bah, j'en ai pensé beaucoup de bien pour le coup. En fait, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. On faisait déjà des randos en hiver OK. avant Compostelle. Et c'est vrai qu'on aimait partir sur des plateaux entre 900 et 1200 mètres d'altitude. Et bon, en effet, l'hiver est moins rude chez nous que chez vous. OK. Mais bon, il faut quand même voilà, un peu s'habituer au froid, savoir si les gourdes vont geler cette nuit, savoir s'il va neiger demain, savoir avec quel équipement on va partir. Et puis du coup, on avait déjà un peu toute la préparation, enfin peut-être pas toute la préparation, mais une partie de la préparation, une partie de l'équipement, L'introduction. au moins l'introduction, et on s'est dit, bah, déjà le timing est excellent pour nous deux, et en plus, voilà, on part pas non plus à l'inconnu inconnu, comme si on prenait fleur au fusil en allant tout droit dans quelque chose qu'on connaissait pas. Donc on avait un tout petit peu d'expérience quand même. Donc, Paul avait de l'expérience d'hiver. Toi, tu avais certaines expériences de Compostelle. Tu avais fait des tronçons donc, ça faisait. Vous vous complétiez bien là-dedans. Vous êtes des scouts, donc ça va bien, c'est parfait. Deux choses importantes que je veux savoir. De un, la période que vous avez choisie, comment ça s'est passé. Puis après ça, on parlera peut-être des endroits où c'était peut-être un peu plus enneigé. J'aimerais ça les connaître davantage et en parler. Mais vous avez marché donc la voie du Puy jusqu'à Saint-Jean à Pied-de-Port et ensuite le Camino Frances pour terminer à Santiago. Vous avez commencé en novembre, terminé en janvier. C'est un moment où beaucoup moins de gens sur le chemin, beaucoup de refuges sont fermés, etc. Donc, première chose, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous étiez en autonomie? Est-ce que vous étiez avec une tente ou vous faisiez un mélange de tentes et de refuges? Comment vous avez prévu ça? Parce que vous saviez qu'il y avait moins d'albergués, là. Ouais, tout à fait. On est parti sur un mélange. Donc en effet, tente et puis de temps en temps, quand on trouvait un refuge ou parfois quelqu'un qui venait nous accueillir chez lui. Donc voilà, ça se faisait selon la journée, selon l'opportunité, selon le temps aussi, hein. Quand on a marché toute la journée sous la pluie, ou que ça fait 2 jours qu'on marche sous la pluie, bah, on aime bien se dire que le soir, on va pouvoir peut-être manger au chaud et prendre une douche chaude. Et puis quand les journées se passent bien, qu'il fait beau, etc., qu'on a le moral, bah, c'est plus simple, c'est sûr, d'aller venir camper sous la tente et voilà. OK. Guillaume, sur votre longueur de marche, vous avez eu combien de jours de pluie? Est-ce que 50%, 30%, ça ressemblait à quoi? Oh, le sourire. Non, On a été alors des grands chanceux. on a été énormément chanceux parce que sur toute la voie française et après sur le Camino Frances, on peut dire on a vécu 80% de beau temps Ah, et 20% de mauvais temps. Et encore. Et encore, je pense qu'on est plus sur du 95-15. Et par contre, on a croisé d'autres personnes qui, elles, venaient de Belgique et qui nous disaient, moi, j'ai eu 90% de pluie sur ma route. Ouais, Et quand on marche en hiver, 90% de pluie, il faut avoir le moral bien accroché quand même. ouais. alors vous vous êtes faufilé à travers les nuages et le soleil. En fait, la météo se décalait avec nous, le soleil était toujours au-dessus de nous, c'était magique. On était accompagnés. Dites-moi, c'était quoi la température moyenne de votre voyage? La moyenne du matin à l'après-midi, là, quand vous vous leviez. Pas les extrêmes. Je comprends peut-être que des fois dans les montagnes, c'est autre chose, on en parlera tantôt. Mais la moyenne le matin, quoi, du 0 à 20 degrés? Ouais, à peu près. Rarement on arrivait à 20 degrés, hein. On était dans les 15 degrés au mieux. En Espagne, en France, c'était plutôt du 0 à 10. 0 à 10 en France, ouais. 0 à 10 en France, et puis en Espagne, c'était du 5 à 15. Mais c'est quand même de magnifiques températures pour marcher. C'est pas trop chaud, Mais on est bien, c'est complètement. confortable. Pas trop chaud, pas trop froid. Ouais, c'est la température idéale en fait. On Comment se transpire pas. fait-il, comment se fait-il que on développe pas davantage ce côté-là en Espagne et en France, hein? Je veux dire, on pourrait avoir plein de Québécois et des gens partout à travers le monde qui pourraient. Parce que tu sais, souvent on se plaint que c'est chaud l'été et tout. Ben écoute, on mettra tout de côté, ça sera une autre entrevue. Je veux surtout savoir. Comment vous avez vécu ce chemin dans le sens qu'il était très tranquille? La voie du Puy, c'est vrai que pendant la saison estivale, il y a un peu plus de gens, un peu plus d'échanges, mais le Camino Frances, c'est vrai qu'il est plus populaire. Mais vous, là, vous avez sûrement vu quelques marcheurs, peut-être moins sur le Puy. OK, allez-y, là, faut que je parle trop, là, je vous écoute. Ouais, pour être sur la partie du puits, c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup moins de personnes. Je pense qu'on a dû rencontrer 6 à 7 randonneurs qui faisaient des petites parties du chemin ou quelques-uns qui le faisaient en totalité. Par contre, sur le Camino Frances, ça a été une autre histoire. Le premier soir, donc en fait, on marche pendant quasiment un mois sur le chemin du puits. Donc là, on est quasiment en solitaire, enfin en duo tous les deux. On voit très peu de personnes et on arrive le premier soir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, on dort dans une auberge municipale. Et on arrive dans un dortoir où on se retrouve à 20 du jour au lendemain. Donc le dortoir est plein. Il y a des Coréens, des Portugais, etc., des gens de partout. Et là, on se regarde, on fait waouh, ok, on change d'atmosphère, on sent qu'on est sur une autre vibe du chemin. Ce qui n'est pas non
plus déplaisant, hein, mais c'est sûr Ouais, qu'il faut être prêt à ça aussi. Et voilà, donc le changement a été vraiment assez radical. Alors, ce qui était très intéressant, surtout sur la partie du puits, c'est que les rares personnes qu'on pouvait rencontrer, en fait, là, j'imagine à contrario de l'été, l'interaction est beaucoup plus forte parce que déjà on se questionne, mais qu'est-ce que tu fais ici en hiver? Pourquoi est-ce que tu marches? Est-ce que t'es fou? Ou est-ce que Comme nous, juste, t'es fou. est-ce que t'as juste envie d'expérience? Et donc du coup, le lien est vachement plus fort. Et en tout cas, je pense plus exclusif que en été où voilà, bon, bah, des personnes, on va en croiser tous les jours. Et c'est vrai qu'au moment d'arriver, c'est vrai, en fait, il faut vraiment différencier les deux chemins entre la voie du Puy et la voie du Camino Frances. Voilà, c'est complètement, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on est vraiment perdu dans la nature, à s'extasier sur des paysages magnifiques, à prendre des coups durs, le froid, le chaud, rencontrer 2-3 personnes. Et là, on arrive sur le Camino Frances où, bah, à des moments, c'est des chemins, c'est des routes. Donc, on peut marcher à 5 de front. C'est pas pareil. C'est vraiment Après, l'ambiance est très différente. les rencontres qu'on a fait sur la voie du Puy ont été des rencontres magiques qui ont vraiment développé une relation à long terme. On continue vraiment beaucoup à échanger avec des gens. Il faut savoir au tout départ, sur la première semaine, on était un petit groupe de 5 personnes. Ouais. Ils faisaient juste la première partie, une semaine, ils s'arrêtaient au village de Nazbinal. Et on a tellement créé de liens avec eux pendant cette semaine-là qu'ils sont revenus 2 mois après faire la dernière semaine avec nous. Wow. Donc c'est quand même fou. C'était quand même magique là. Et on les a retrouvés 2 mois après. Et là, ils nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Donc c'était quand même magique. Et je pense que c'est des histoires qui doivent arriver un peu moins, en tout cas, en été. C'est fou, hein, comment c'est relatif, hein, parce que vous marcheriez en saison estivale, vous auriez fait le chemin du Puy, vous auriez vu un petit peu plus de gens, puis vous seriez arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis c'est pas 20 personnes, vous auriez vu, là, c'est 2000. Là. Alors, c'est comme, là, vous êtes parti de presque rien à 20, puis pour vous, 20, c'était comme, waouh, c'est beaucoup, là. C'est clair. Et sur le chemin... Oui, Paul? Non, je disais, c'était déjà beaucoup 20, ça nous a vraiment, comme tu dis, ça nous a vraiment tout changé, quoi. Ah oui, d'accord. Mais quand vous vous êtes mis à marcher sur le Camino Frances, les 20 s'étiraient, puis vous voyez pas beaucoup de gens quand même, là, de randonneurs, de marcheurs, de pèlerins. On les croisait le soir si on dormait en refuge. Sinon, on en croisait en effet peu la journée. Sur ça, c'est sûr que vous avez commencé en novembre. C'est peut-être pas la même chose en janvier, février, même si c'est pas marché en février. Là. Mais quels sont les points que vous diriez, là, quelqu'un qui veut marcher en hiver en France sur le chemin du Puy et le Camino? Quels sont les points à faire plus attention? Bon, c'est les Pyrénées. Là. Vous avez traversé les Pyrénées? Vous avez pris la variante dans la vallée? On a pris la variante dans la vallée où on monte au dernier moment. On pourra en parler. On pourra en parler parce que nous, on pensait vraiment se dire, allez, on va passer par le col. Moi, je l'avais déjà fait en été, et puis bon, on était là, bon, ça fait quand même 1 mois et demi qu'on marche, c'est pas ça qui va nous arrêter. On a été raisonnable, on a pris la voie de la vallée et on a été très surpris. On a eu vraiment un coup dur là-haut et on pensait pas se faire surprendre au niveau du col. Ouais. Il faisait très froid et il y avait, très de la bonne neige en effet tout en haut sur le col. Donc c'est vrai qu'on s'était rassuré le soir en se disant bon, heureusement qu'on n'a pas pris le vrai chemin. De toute façon, il est interdit en hiver. Les autorités espagnoles mettent des amendes. Mais par contre, il y a eu l'Aubrac qui était assez difficile. Donc pour revenir à ta question, juste pour refaire le lien, si quelqu'un devait partir en effet sur la voie du Puy en hiver, on lui dirait surtout de bien anticiper la météo. Ça, c'est le point crucial. Parce que l'Aubrac, par exemple, ça ne se traverse pas à tout moment. Il faut être sûr qu'on ait de la visibilité, qu'on n'ait pas un temps affreux, parce qu'il y a des journées où en fait, on voit quasiment aucun village, on est sur une sorte de plateau. Et sur les plateaux, le vent peut aussi s'accélérer et être assez puissant. Donc, il ne faut pas négliger ça. Parce qu'en fait, le chemin du Puy, il fait vraiment une grosse partie sur le massif central de la France. Donc, on est quand même, c'est pas très très haut, mais on est, je sais quoi, au point maximal, on est à combien? Au point maximal de l'Aubrac, c'est pas très haut. En effet, on était à 1400. Le culminant est à 1450. Et en fait, étant donné que c'est des montagnes qui sont du coup très très vieilles, ça monte très doucement. Et en fait, les conditions sont pas, en termes de froid, sont pas forcément rude, c'est-à-dire qu'on va pas atteindre comme chez vous des moins 25, des moins 30 comme en pleine tempête à Montréal ou ce genre de choses, mais en fait on peut très vite être surpris par déjà des journées courtes, donc la pénombre et le brouillard. Et quand on arrive, parce que nous c'est ce qu'on a vécu en passant le mont Aubrac, c'est qu'on avait un espèce de blizzard constant et une espèce de brume constante, et il y a des moments où le balisage, étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose, il y avait 10 cm de neige. Bon, à des moments, avec les congères, on en avait jusqu'aux genoux. Mais en fait, le balisage peut vite être perdu, et c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'une fois qu'on est perdu là-dedans, au final, tout se ressemble un peu, et voilà, c'est là où ça peut être dangereux. C'est-à-dire que si on est très bien équipé par des grands froids,
Oui, mais en fait, le principal risque, c'est de se perdre. Ça fait le lien avec le deuxième point qui est aussi l'équipement. Il faut que la personne s'équipe bien, qu'elle puisse voilà, avoir des vêtements chauds ou autres, surtout pour le soir, si jamais elle n'est pas en refuge ou en auberge, il faut qu'elle puisse en effet se réchauffer parce que dès qu'on est à l'arrêt, la température du corps descend fortement. Et le troisième point, ça serait de gérer la partie dodo, en fait, de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'en effet, il n'y a pas beaucoup d'auberges qui sont ouvertes à cette saison-là. Donc, il faut qu'il puisse anticiper de quand est-ce qu'il va pouvoir dormir au chaud ou pas. Ça va préparer aussi son mental. Donc, voilà, j'appuierai pas mal sur ces 3 points-là. Vous avez traversé les Pyrénées, quoi, à la mi-décembre? La mi-décembre, ouais, tout à fait. La mi-décembre, oui. OK. Je veux revenir sur l'hiver en 2 secondes, mais je suis juste curieux. La journée de Noël et le Nouvel An, vous étiez où? Alors, on a triché un peu, c'est une bonne question. On a pris un bus dans un village espagnol pour rentrer 5 jours dans nos familles et on est reparti par la suite. Donc on a fait une pause, alors juste pour Noël. Le Nouvel An, on est rentré, on était de retour sur le chemin, c'était vraiment très bref, et on a fait le Nouvel An à Burgos avec d'autres pèlerins sur le Camino Frances et c'était magique. C'était une belle soirée. Parfait. Donc, on a fait, je veux qu'on fasse ça comme il faut, on a fait la France, les endroits à faire attention et tout. Je pense que l'Espagne, c'est beaucoup moins pire pour ce qui est de la température. L'hiver, c'est plus soit de la pluie, temps maussade, vous en avez beaucoup, là, mais je veux dire, on va pas avoir, peut-être, je m'y connais un peu moins, je vous pose la question, peut-être à Fuentebaden ou encore al Santo d'Anroc, là où on a la grande statue à côté de Sobrero. Ouais. Peut-être là, on a de la neige. Donnez-nous les points importants. Là, on peut avoir la neige. On peut avoir de la neige parce que c'est quand même assez haut. On a 1400 aussi. Ouais, on est dans les 1400, il me semble. Et c'est assez vallonné. Donc, s'il y a de la neige, ça peut être embêtant. On a eu la chance de ne pas avoir de neige. Donc, en effet, il faut faire quand même attention à ce moment-là. Et avec les Pyrénées aussi. Mais c'est les 2 endroits où voilà, il faut faire attention à la météo. Après, l'Espagne a d'autres peines. C'est-à-dire que sur la France ou sur d'autres passages, on peut avoir des monts culminants qui peuvent être dangereux ou alors on peut se faire surprendre par la météo ou des conditions qu'on n'avait pas forcément prévues. Après, l'Espagne, comme tout le monde le sait, il y a la Meseta et c'est 2 semaines de chemin tout droit. Et là, du coup, en fait, le travail psychologique qui va avec, c'est peut-être aussi tout aussi. Il y en a un qui l'a mal vécu. On sent là, hein, il l'a mal vécu. C'est peut-être tout aussi intense que de passer un mois. Hein. C'est bon. Écoute, ça pourrait faire le sujet. On a presque terminé. Il me reste 2 minutes. En 2 minutes, très rapidement, dites-moi comment vous avez vécu ça ensemble. Vous êtes des vieux potes et tout, sauf que le chemin, on le fait pour soi aussi. Là. Est-ce que vous vous êtes permis justement de vous éloigner des fois? Vous n'avez pas toujours marché ensemble. Comment ça s'est passé, ce côté-là? En fait, ça fait quand même très 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 longtemps qu'on se connaît et c'est ça qui est cool, c'est de savoir avec qui on part, c'est le binôme, on sait comment il va réagir. Donc à des moments on était ensemble, à des moments on discutait avec d'autres personnes, et à des moments on était l'un devant, l'un derrière. Ça nous est arrivé d'avoir 2, 3, voire 5 kilomètres qui nous séparaient. Hein. C'était assez rare quand même, mais il y a des moments où il nous fallait en effet notre moment à nous et voilà, on subissait la douleur parfois aussi seul, c'était bien. On a réussi à bien gérer, je trouve que l'équilibre a été bon là-dedans, sans trop ni plus. Écoutez, on a terminé le mot de la fin de chacun. Comment vous résumez cette expérience à votre manière? Difficile, hein. Mais je dirais chouette, introspectif, fraternel, si on le fait avec des personnes. Et je dirais une dernière phrase, il faut le faire en hiver absolument. Je pense que c'est la meilleure saison pour faire Compostelle. Et moi, je terminerai par si quelqu'un doute de cette expérience, dans tous les cas, qu'il le tente. Parce que c'est incroyable et dans tous les cas, il en sortira grandi, positivement ou peut-être pas, mais bon, qu'il le tente. Ouais. Effectivement. Mais il y a toujours quelque chose de bien qui ressort de cette expérience-là. Hey, les gars, merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de vous jaser. Puis, si vous aimez votre expérience d'hiver, on vous attend sur le chemin du Québec n'importe quand, en hiver, si vous voulez. En hiver, avec plaisir. Mais en hiver. Merci beaucoup, Paul et Guillaume. Merci, Pascal. Merci, bye. Ciao, ciao. J'en ai parlé en ouverture tantôt. Récemment, on est allé faire un magnifique rando séjour dans Charlevoix. Ça tente de venir vivre ça, de partir en rando communautaire pendant une semaine. En rando communautaire, on va, voir forêt, lac, montagne, raton laveur, mais on va également voir histoire, patrimoine, culture et chaleur humaine. C'est ça, les valeurs Compostelle. Ça tente de découvrir ça. On va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. OK? Tu vas sur l'onglet Rando Séjour et puis tu vas avoir
toutes les randos séjours que l'on fait dans l'année. Mais évidemment, l'idéal, c'est de se préparer avant. Puis j'ai créé des formules vraiment très, très, très économiques, abordables. Écoute, tout le monde qui vient faire des randos avec moi n'en reviennent pas. C'est pas compliqué, là. Les randos séjours au départ, là, c'est 50% du coût que tu vas trouver ailleurs, OK? Les randos séjours, là, chez nous, là, ça commence genre à 650 $, même moins que ça souvent quand il y a des promos. Puis jamais tu vas trouver des randos séjours en bas de 1500 $ au Québec. Donc, va faire un tour, va voir ça, mais surtout pour te préparer, j'ai vraiment préparé là, des formules où tu vas avoir de la formation complète de manière très abordable. Je le dis souvent, mon objectif, c'est de rendre la rando agréable, accessible, abordable. 3A. Donc, dans chacune des formules, quand tu deviens membre, ben, tu vas recevoir une formation complète de près de 6 heures. Tout sur la marche, comment ça marche la rando, où marcher, où manger, où dormir, mais également tout le côté technique, le bon sac à dos, le bon poids, la bonne grosseur, pourquoi des bâtons, les bons souliers, les bas, comment éviter les ampoules, tout ça, je passe à travers tout ça. Donc, tu vas avoir ça. Mais en plus, en bonus, je te donne la chance de venir faire de la rando avec nous. On appelle ça des randos initiation retrouvailles, des randos d'un jour. C'est gratuit, c'est inclus. Tu pourras donc venir t'initier, rencontrer des gens, avoir des idées avant peut-être de partir sur ta grande randonnée à toi-même. Et en plus, je te donne toutes les entrevues que je fais avec des gens de partout à travers le monde. Il y en a une centaine finalement. Des gens inspirants qui racontent leur histoire, leur aventure, qui vont pouvoir t'aider justement à te préparer. Donc tout ça, c'est quand tu deviens membre. Va faire un tour sur le site Internet, clique sur « Deviens membre ». Il y a différentes formules, mais tout ce que je viens de te dire là, c'est dans chacune des formules. Par la suite, peut-être ça te tentera de venir faire une formation en direct, en personne. Alors, tu pourras échanger avec d'autres personnes, poser des questions avec moi. On appelle ça des week-ends formation rando. Ça a lieu le premier week-end complet de chaque mois. Regarde, il y en a une d'ailleurs qui s'en vient très bientôt pour le mois de juillet et ainsi de suite, à chaque mois, même en hiver. Donc, le samedi, très théorique, technique. Le dimanche, on va faire une rando de 15-25 km sur le chemin du Québec. Peu importe la température, peu importe la saison, c'est ça de la randonnée. Il faut s'adapter. Il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des mauvais vêtements. Je vais t'aider à te préparer. Et qui sait, ben, après ça, peut-être tu vas être prêt pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle toute seule ou entre les deux, ça te tente peut-être de faire un rando séjour, une randonnée d'une semaine, c'est-à-dire 8 nuits, 9 jours où on part aux valeurs Compostelle, on dort à la manière Compostelle, on est autonome pour aller manger, etc. À la manière Compostelle, tu peux vivre ça donc chez nous. C'est pas un chemin de Compostelle, c'est le chemin du Québec aux valeurs Compostelle. Alors, ça tente de vivre ça, de décrocher. Tu mérites une pause. Puis ça peut arriver 2-3 fois dans ta vie que tu vas avoir le goût d'avoir une pause. Après des moments super excitants, gros contrat, changement de contrat, changement de job et tout ça, c'est fun. Peut-être des fois, il y a des moments plus difficiles dans ta vie, tu as besoin de décompresser. Des fois, c'est à la retraite, hein? Faire la pause entre le travail puis la transition vers la retraite. Tu mérites une pause. Hey, viens faire un tour, viens découvrir ça. Tu vas voir, on a vraiment, vraiment, vraiment du fun. Tu vas découvrir un autre monde. Et je suis pas mal certain que tu vas devenir un passionné de la randonnée. Alors, vois le calendrier sur québeccompostelle.com. Vois les prochaines dates des activités. Donc, trouve ton atelier, trouve ton chemin. Vois le tout sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.